Les 4 déclencheurs qui sont identifiés par l'équipe de mon collègue Van der Linden aux Pays-Bas. Je vous en présente 3 pour la partie nutritionnelle, c'est la vue des aliments, le fait de ne pas avoir mangé, et en fonction de mon état d'hypoglycémie, je vais avoir des perturbations au niveau de l'état d'humeur. Donc forcément, lorsque j'ai un patient qui va être de manière permanente dans une restriction alimentaire, eh bien, ça va générer des sensations de faim qui sont assez précoces de la journée. Du coup, ça va augmenter la lutte. À midi, tant qu'elles sont dans ce minimum d'énergie présent, elles peuvent continuer à contrôler, donc on va être encore dans une alimentation très stricte avec des évictions alimentaires, qui va générer en fin de journée des prises alimentaires, souvent de type compulsion. Si je le ramène, ce matin on a fait l'expérience, ça a choqué beaucoup plus de gens qu'il y ait 5 heures de décalage entre 7h et 12h30, alors que l'après-midi, je vous rappelle qu'entre 12h30 et 20h30, il y a 8 heures de décalage. Donc quand vous avez des gens qui font des compulsions alimentaires sur le coup de 17 heures, je vous invite à faire un petit graphe, à faire compter les heures, et puis assez rapidement, les gens prennent conscience qu'il est nécessaire de manger à ce moment, et qu'il est logique de manger. Alors que si vous écoutez, l'adulte ne doit plus prendre de collation. Si je vous faisais l'exemple, partez à 7 heures du matin, puis vous attendez 8 heures de plus pour manger, vous me direz, il est complètement fou. Mais non. Donc il y a ce travail aussi à remettre en place, faire de la psychoéducation, finalement, sur la faim, dire qu'elle est toujours inédite, parce qu'elle n'est pas, vous ne pouvez pas la reproduire de manière permanente, ce n'est pas tous les jours que la faim arrive à telle heure. Elle peut être différente, elle est dépendante du repas que j'ai mangé, dépendante des attitudes entre les repas, s'il y a des prises alimentaires ou pas. Elle peut être absente, et ça, il faut bien faire le distinguo entre sauter un repas, qui est une stratégie de contrôle du poids, et ne pas accéder à la nourriture parce que je n'ai pas de sensation de faim. Ce n'est pas du tout la même chose. Elle va être adaptée, elle va nous permettre d'adapter la prise alimentaire, elle permet d'assurer le rassasiement sensoriel spécifique, et elle va avoir une interaction sur l'ensemble des autres repas. Juste rapidement sur la Minnesota Semi-Starvation, parce que je crois que c'est une étude qui est trop passée au travers. C'est une étude qui a été intéressante, qui a été faite en 1950 par Keyes, qui a utilisé un groupe de jeunes adultes qui étaient objecteurs de conscience, qui ont refusé d'aller faire le Vietnam. Et du coup, ils leur ont proposé de faire une étude, c'est-à-dire de mesurer l'impact de la dénutrition sur leur comportement. Et voilà ce qu'on a fait. On a mis ces personnes-là dans une restriction alimentaire à 1800 calories par jour. Et voilà ce qu'on a observé. Donc on a observé des décalages au niveau des sensations de l'humeur. On a eu des décalages au niveau des stress émotionnels, c'est-à-dire avec début de syndrome de dépression. Dans les étapes de réhabilitation nutritionnelle, on a observé des personnes qui ont développé des binge eating, c'est-à-dire ces compulsions alimentaires. On a aussi observé des patients qui ont eu des réactions importantes avec des mutilations, il y en a qui se coupaient les doigts, par exemple. Ils ont tous développé des préoccupations alimentaires et ils étaient même devenus collectionneurs de recettes de cuisine, des intérêts sexuels, et ensuite, tous les autres problématiques au niveau de la capacité de porter un jugement sain sur soi, bienveillant, je dirais bienveillant sur soi, et puis la capacité d'avoir des isolements sociaux. Et ça a été uniquement observé sur des personnes qui étaient saines à la base et qui sont seulement rentrées dans une période de restriction alimentaire. Et c'est exactement ce que nous, on va observer dans les problématiques d'anorexie mentale. Donc là aussi, voilà pourquoi il y a une notion de poison, c'est qu'en effet, si je mange mieux, je vais supprimer une grande partie de toute cette problématique, mais forcément, c'est toute la difficulté d'accéder à la nourriture pour ces patients. Les limites d'un point de vue nutritionnel, c'est que on a une action indirecte sur les erreurs nutritionnelles, parce que parfois rien que le fait de remettre un cadre au niveau du régime, ça permet à ce que certaines personnes retrouvent des comportements alimentaires adaptés, et vous disent, oui, c'est nettement mieux, quand je prends le petit déjeuner le matin, je me sens mieux, j'ai plus les sensations de faim, je suis plus en lutte, etc. Encore faut-il que le petit déjeuner soit en quantité énergétique suffisante. C'est ce que j'expliquais ce matin. En moyenne, un petit déjeuner, c'est 600 calories. C'est non pas comme tout à l'heure la patiente qui me disait, je mange un petit déjeuner équilibré, j'ai du pain, j'ai des céréales, j'ai du lait, il manquait juste un fruit, elle a son café, et elle a un peu de beurre, mais la quantité était tellement insuffisante et tellement contrôlée que du coup, elle avait des sensations de faim qui étaient relativement importantes. On a donc une action aussi sur les hypoglycémies qui sont sous-jacentes.
Donc là, on va limiter cette boucle alimentaire d'un certain côté, mais par contre, on va avoir aucune influence sur les crises alimentaires qui sont d'origine émotionnelle et qui posent problème pour ces patients parce qu'on sait qu'on a des difficultés sur la régulation des émotions.